Antoine Mégy, politiste. Je travaille sur la justice antiterroriste grâce à l'observation des procès des filières djihadistes depuis 2015. Dans les années 80, la France va connaître une vague d'attentats extrêmement importante qui va engendrer une transformation notamment du pouvoir judiciaire avec ce qu'on va appeler la mise en place d'une justice spécialisée. C'est en 1986 la création des juges antiterroristes, de ceux et celles qu'on va appeler les juges de la galerie Saint-Éloi, pour définir finalement un groupe particulier de spécialistes de la violence politique. Durant toute cette histoire, il faut bien comprendre que le droit va également évoluer au fur et à mesure et que si en 1986 le terme de terrorisme est introduit dans le code pénal français, c'est pour qualifier cette procédure spécifique avec ces magistrats spécialisés. Par la suite, le délit et le crime de terrorisme ne vont apparaître comme des incriminations ou comme des crimes qu'à partir du milieu des années 90 et vont connaître par la suite un renforcement autour de ce qu'on va appeler l'association de malfaiteurs terroristes qui va devenir aujourd'hui la pierre angulaire de la plupart des procès et des condamnations des personnes engagées dans ce qu'on va appeler le djihad international. En 2015, lorsque l'on observe donc ces box, on voit presque exclusivement des hommes. Des hommes souvent très jeunes. Entre 2015 et 2019, 384 personnes, selon les chiffres du ministère de la Justice, ont été jugées. Parmi ces 384, 314 hommes ont été jugés, 41 femmes et 29 mineurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2016, à travers l'expérience des procès, à travers l'expérience des dossiers et des enquêtes qui sont menées, le parquet national antiterroriste décide de poursuivre à présent, de manière similaire, les femmes pour participation à une association de malfaiteurs terroristes. Les hommes vont être qualifiés d'appartenant à l'association de malfaiteurs terroristes lorsqu'ils auront combattu, lorsqu'ils auront participé aux entraînements militaires. De l'autre côté, les femmes vont connaître un traitement très différent. Le parquet explique qu'il y a cette participation au régime totalitaire de l'État islamique à travers ce rôle dédié à la femme de reproductrice de celles et ceux qu'on va appeler les lionceaux du califat. Il y a donc ici aussi, de la part à la fois des groupes terroristes, mais aussi des autorités judiciaires, l'idée de qualifier les femmes dans leur pratique, dans leur intégration à l'association de malfaiteurs terroristes, en tant que mère, en tant que, finalement, génitrice de celles et ceux qui devront reproduire le système terroriste. On oublie souvent dans ces représentations que dans les années 80, des femmes faisaient partie des principaux groupes terroristes en Allemagne, en France, qui se réclamaient de la révolution internationale. On oublie également qu'en Belgique, une femme kamikaze avait commis un attentat dans les années 2000. Et donc, on voit ici aussi une sorte de stéréotype autour de la singularité, de l'exceptionnalité des femmes engagées dans la violence terroriste, alors même que cet engagement peut être retracé historiquement depuis de nombreuses années. Dans les années 80, les groupes tels que Action Directe vont adopter de manière systématique, autour de figures d'avocats comme Jacques Vergès, des défenses collectives. Ils vont alors, pour la plupart, se murer dans le silence, voire dans la provocation, durant les procès, considérant que le prétoire, finalement, est un nouveau lieu de combat et d'opposition à l'État. En 2015, dans le cadre des procès des filières djihadistes, ces défenses collectives, ces stratégies de positionnement des accusés sont extrêmement minoritaires. La très grande majorité des prévenus et des accusés vont parler, répondre aux questions que les juges, voire le parquet, leur posent. Et dans ces conditions, c'est intéressant de voir comment certaines problématiques vont devenir des leitmotifs dans ces procès. On pense notamment à la question de l'engagement et de la radicalisation qui structure une partie importante du débat
et des questionnements qui sont posés aux accusés. On parle aussi des raisons de l'engagement et notamment parfois des conflits internationaux avec certains accusés qui vont développer un discours autour des guerres, autour de leur volonté finalement de répondre à ces conflits par leur engagement dans les groupes terroristes. On va également, bien sûr, évoquer la question de la religion. Et on voit ici toute la difficulté, notamment pour les juges ou le parquet, d'interroger la question des pratiques religieuses et de démontrer en quoi ces pratiques, finalement, sont significatives d'un engagement dans la radicalisation violente. La place des parties civiles dans la justice antiterroriste a connu de profondes évolutions. Aujourd'hui, ces parties civiles ont même transformé l'équilibre, le dispositif des procès. Tout cela a construit des scènes judiciaires particulières, remplies d'émotions, qui se sont souvent transformées aussi en témoignages de critiques contre l'État, contre l'absence parfois de sécurisation, notamment de la ville de Nice, contre l'absence d'anticipation des services dans les attentats commis à Toulouse et Montauban. Et donc, ces procès sont devenus aussi des tribunes pour les parties civiles afin d'évoquer leurs émotions, d'évoquer la perte de leurs proches, mais aussi de construire un discours politique sur la reconnaissance de leur statut de victime du terrorisme, mais aussi la nécessité pour l'État français de modifier, voire d'adapter ces dispositifs de sécurité pour lutter contre le terrorisme.